Vous deviez donc attaquer l'exercice 2 qui concerne, si je me souviens bien, le cours sur la partie des coups complets. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et on avait terminé, hein, il me semble bien, l'exercice l'exercice numéro 1. Et on avait déjà attaqué, on avait déjà fait les cuissons. Parce que moi, sur le TD, non, juste le tableau. Ah oui, d'accord. Ok, enfin, la mise en page, donc on va pouvoir y aller. On avait fait les appros, hein. On avait fait le centre approvisionnement. Parce que sur mon TD, on ne l'a pas fait, oui. Bon, c'est pas grave, je vais le refaire en vitesse. C'est pas un gros souci. C'est étonnant, ça. Pourquoi je ne l'ai pas là? Est-ce que je vois que c'est le TD province, province. J'ai peut-être oublié de l'enregistrer. Les mots complets par la Oui, voilà. Ok, on y est. On y est. C'est bon. J'avais pas le bon fichier, excusez-moi. Hop. Ça. Donc je vais repartager et puis on va regarder ça ensemble, voir si vous aviez des soucis. Ok, d'accord. Donc on était arrivé. Ça marche. J'avais pas enregistré le bon fichier, ressorti le bon fichier. Bien. Alors, je vais corriger. D'accord. Alors, je vais peut-être aller un petit peu plus vite que quand j'ai donné des explications. Je vais corriger et surtout dès qu'il y a quelque chose, parce que c'est compliqué de vous donner la parole, sauf si quelqu'un veut me faire part d'une difficulté particulière. D'accord. Sauf si quelqu'un me dit, monsieur, ça, j'ai besoin d'une réexplication. Et surtout, il ne faut pas hésiter. Mais dans la façon dont on va procéder, je vais faire la correction. D'accord. Je vais dérouler la correction. Alors, évidemment, je m'arrêterai sur chaque tableau en redonnant quelques explications. Mais surtout, évidemment, la balle est dans votre camp pour me dire, voilà monsieur, ça, j'ai pas bien compris, il faut qu'on le revoie, il faut que vous me réexpliquiez à quoi ça correspond, comment vous avez fait votre calcul, etc. etc. D'accord. Donc, pour quand même se remettre d'en bas, on a une entreprise qui fabrique des petits pots de pommes et de fraises. Ces petits pots sont constitués évidemment de matières premières que sont les pommes et les fraises. D'accord. Et ensuite, on avait dans le process de fabrication, d'abord un premier centre d'analyse. Et ça, on peut le revoir grâce à notre tableau ici, notre tableau des charges, de répartition des charges indirectes. On a, on a quatre centres d'analyse. Un premier centre qui est les approvisionnements, un deuxième centre qui est la cuisson, troisième l'atelier conditionnement, et enfin, un dernier centre d'analyse qui est la distribution. On avait fait le tableau de répartition des charges indirectes avec la nature de l'unité d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre et bien évidemment le coût par unité d'œuvre. On avait donc commencé l'analyse par le premier centre d'analyse, d'accord, et on en avait déduit ici un certain nombre de montants que je ne vais pas forcément reprendre dans les détails. Ensuite, nous avions fait les fiches de stock de pommes et de fraises, fiches de stock où il n'y avait pas de grande difficulté, puisqu'a priori, même si on avait des coûts différents par la méthode du coût moyen unitaire pondéré, on n'avait pas beaucoup de changements. Et on en est arrivé ici à la fabrication. Donc on commence le premier centre, qui est le centre d'analyse cuisson. Bien sûr, on va cuire de la matière. Alors à partir du moment où, je vous rappelle, on rentre dans les centres de production, on travaille en produit fini. Donc, autant on travaille en matière première dans le centre approvisionnement, ici on va travailler en termes de produits finis, on va analyser par produit fini quelle est la matière première qui est utilisée, et ici
en charge directe, on avait aussi la main-d'œuvre. Alors, je vais reprendre les informations ici que l'on a utilisées concernant les consommations. Donc, on sait que les consommations de la période sont cela. Donc, ce sont des choses que je vais réutiliser. 70 tonnes de pommes et 80 tonnes de fraises. D'accord. Donc, je vais réutiliser évidemment dans mon tableau. Donc, 70 tonnes de pommes, 70 000 kilos, puisqu'on s'était dit, hein, on travaille tout en kilos, et 80 tonnes de fraises, donc 80 000 kilos. Je vais aller rechercher les coûts issus des fiches de stock. Donc ici, je vais retrouver dans ma fiche de stock concernant les pommes à 72 centimes. Et concernant les fraises à 82 centimes. Bien sûr, je vais avoir ici un total que je vais effectuer en multipliant la quantité par le coût unitaire. Idem pour les petits pots. J'ai eu besoin de 80 tonnes de fraises pour 82 centimes le kilo. Voilà pour les consommations de matières premières. Autre charge directe, c'est la main-d'œuvre. Alors pareil, lecture d'informations, je vais rechercher la main-d'œuvre dans l'atelier cuisson. Et je sais que dans l'atelier cuisson, j'ai eu besoin de cette main-d'œuvre-là. Je vais le prendre, je vais le copier à côté de mon tableau. Comme ça, je sais quelles informations j'ai utilisées ici. Je copie ça là. Voilà ce qui a été utilisé comme information. Donc, hop, relisons tout ça. 350 heures pour les compotes de pommes et 375 heures pour les compotes de fraises. Donc 350 heures à 13,89 €. Et 375 heures aussi à 13,89 €. Voilà pour la partie charge directe. Maintenant, pour la partie charge indirecte, je vais aller bien sûr rechercher dans mon tableau, dans mon premier tableau des coûts et de répartition des charges indirectes, quelle est d'abord la nature de l'unité d'œuvre et ensuite combien d'unités d'œuvre ont été utilisées. Alors, je vais regarder ça là-haut. Voilà, dans mon tableau ici, dans le centre, c'est le kilo de compote obtenu, en sachant que le coût d'unité d'œuvre, ça, je vais le reprendre, c'est l'information que je vais noter dans mon tableau, ça peut toujours être intéressant, à 0,77. Donc ça, sur ces 0,77. Ici, en matière, je note, alors ça c'est pour moi, hein, je note ici quelle était la nature de l'unité. Alors c'est le petit pot de compote obtenu. Alors, tac, 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 voyons ça, quelles informations. Alors, on sait que on a fait 300 000 petits pots de 120 grammes chacun. Pour les pommes et pour les fraises, on a fait 350 000 à 120 grammes chacun. Allons-y pour ça. Donc, on sait qu'on a fait 300 000, 1, 2, 3, fois 0, 120. Donc, j'ai fait 36 000 kilos. D'accord. On va noter comment on a fait ça. Donc, il a été produit 300 000 pots fois 120 grammes chacun, soit 300 000 fois 0,120, puisqu'on travaille en kilos, égale 36 000. Voilà pour la répartition des charges indirectes pour les petits pots de pommes.
Alors, regardons ici concernant les compotes de fraises. On va avoir la même, donc la 0,77. Hein. Je ne me rappelle plus combien il a été produit, mais je crois que c'est 350 000. Il a été produit 350 000 petits pots de fraises avec, là aussi, 120 grammes chacun. Donc 350 000. Fois 0,120, j'arrive à 42 000. Même calcul ici. Voilà. Alors, je vais aller juste vérifier une chose, c'est qu'au total, je dois avoir 78 000. J'ai bien 78 000 au total. Ok. Parfait. Tout ça, ça a été consommé, que ce soit en termes de charge directe ou en termes de charge indirecte. Tout ça, ça a été consommé pour faire combien de petits pots de pommes? 300 000. Donc, on a consommé 82 000 € pour faire 300 000 petits pots. Donc, le petit pot, 28 centimes pour fabriquer le petit pot une fois l'atelier cuisson. Après, il y a encore l'atelier conditionnement. Même chose ici, mais cette fois-ci, c'est 350 000 petits pots de fraises pour un montant total de 103 000 €. Même calcul pour contenir le prix unitaire, 29 centimes. Donc, on voit que les petits pots de fraises, a priori, sont légèrement plus chers. Y a-t-il des questions concernant ce centre d'analyse? Pas de questions? Bon, allons-y. Donc on repart du centre. Ici, on a fabriqué les petits pots, donc on voit les petits pots sont fabriqués, on va les reprendre ici. 300 000 à 28 centimes pour un coût total de... On va reprendre donc ici 350 000. Tac, tac. Voilà, on redémarre de là. On redémarre avec des petits pots et on va les conditionner, c'est-à-dire qu'on va simplement les mettre on va les packager, hein, d'accord. Et pour ça, il y a des gens qui vont travailler, donc il y a de la main-d'œuvre directe. Au niveau de l'atelier conditionnement, on sait que la main-d'œuvre directe, hop, je vais la prendre d'ici. Je suis arrivé là. Donc la main-d'œuvre directe, pour les pommes, 175 heures à 12,50. Et pour les fraises, 200 heures à 12,50 aussi. Finalement, une fois qu'on a compris le système, c'est juste de la lecture et des multiplications. Hein. Ici, il n'y a aucune difficulté pour ça. Concernant les charges indirectes, pareil, hein, je vais aller voir un peu dans mon tableau de répartition des charges indirectes comment on gère le centre d'analyse conditionnement. Et je sais que je vais travailler en fonction du petit pot conditionné. Et que c'est 0,04. Donc j'en ai conditionné 300 000 et chacun va absorber 0,04. J'en ai conditionné 350 000 et chacun va dire 350 000, pardon. Voilà, 0,04. Voici 12 000 € pour conditionner en termes de charge indirecte et 14 000 € de l'autre côté. Donc tout ça pour conditionner toujours 300 000 petits pots. Hein, on n'en a pas fabriqué plus, on les a simplement conditionnés.
Même système, j'additionne tous les coûts qui ont permis de conditionner ces 300 000 pots, ce qui fait que un pot, pour être fabriqué et conditionné, cuit, assemblé, enfin voilà, tout compris, on arrive maintenant à un coût de production qui est de 0,32. Même chose ici, pour 350 000 pots, le coût de production il est de 0,34. À partir de là, ces petits pots de pommes et de fraises, ils sont conditionnés, prêts à être vendus. Mais avant d'être vendus, ils doivent repasser par la case stock. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'ai de nouveau des fiches de stock, mais cette fois-ci, ce sont des fiches de stock de produits finis. D'accord ? Et deux fiches de stock, encore une fois, pour les pommes et les fraises. Pour les produits finis, petits pots de pommes et produits finis, petits pots de fraises. Voilà, je pense qu'on peut mettre un S. Peu importe, c'est pas très grave. Alors, je vais reprendre d'abord les stocks initiaux de produits finis, d'accord, puisqu'ici on est bien en produits finis. Alors, je sais que je vais en rentrer 300 000 et 350 000, hein, d'accord, mais à l'initial, j'en avais combien? Donc, je vais aller lire ça dans les informations qui me sont données. Les stocks initiaux de produits finis sont ici. Hop, je vais les prendre, je vais les reporter. Hein. Hop, c'est plutôt toujours pas mal d'avoir ça. Voilà, je sais que pour les pommes, j'avais 6000 pots. À combien pour 1800 €? Ça doit faire plus de 30 centimes du pot, ça. Voilà. Et pour les fraises, j'avais 1000 pots. À 320. Oh, ça va faire du 0,32 tout ça. Voilà, donc j'ai inscrit mes stocks initiaux. Je vais pouvoir passer maintenant aux entrées. Donc finalement, ce qui a été produit. Hein. Donc d'un côté ici, en entrée, j'en ai bien 300 000. Voilà, à 32. Pour 97 174. Ici, je vais ajouter les quantités, ajouter les entrées, les quantités initialement en stock plus les nouvelles entrées. Pareil en termes de coûts, ajouter le total plus le total des entrées pour retravailler ici mon coût moyen unitaire pondéré. On va ça divisé par ça. Voilà, donc j'ai un coût moyen unitaire pondéré à 0,32. Allez, je vais faire mes sorties tout de suite, hein, puisque les sorties vont correspondre aux ventes. Puisque pour les vendre, il faut les sortir. Et je sais qu'on en a vendu. Hop, je vais prendre ça. Et puis je vais me le reporter en dessous. C'est une information qui va me servir ici. Voilà, j'en ai sorti 305. 305 000. Je les sors à 0,32 puisqu'il faut que je les sorte au prix, au coût moyen unitaire de stock. D'accord, ce qui va me donner un total de sortie de ça. Et ici, alors ça, comme je l'avais déjà dit, hein, cette partie-là, elle n'est pas forcément obligatoire. Ici, moi, je vais la faire, mais le stock final, ici, il va nous servir strictement à rien. Hein. Donc, opération identique pour les compotes de fraises. Ici, j'en ai en production 350 000. En entrée, 350 000 pots de fraises ont été fabriquées. Elles vont entrer dans mes stocks. Donc, je vais augmenter mon stock des entrées.
trouver un prix moyen unitaire pondéré pour un montant de 0,34. Regardez combien je vais en sortir. Je vais en sortir 344 000 puisque 344 000 pots ont été vendus. Les prix de sortie, c'est évidemment le coût moyen unitaire pondéré pour une sortie de 117 000. Combien va-t-il m'en rester en stock? 7 000 restants. Ça reviendra pour la prochaine fois. Voilà, dernière étape de mon boulot, du boulot à faire, c'est la partie maintenant qui va concerner le centre d'analyse de distribution. D'accord? Ici, on va regarder ce qui a été vendu, puisque la distribution, c'est le groupe, hein, le centre d'analyse qui va s'occuper de la vente de mes produits. Donc, ici, les petits pots. Donc, combien, sortie de stock, combien ils coûtent mes pots? Donc, si j'en vends 305 ici, d'accord. Si j'en vends 305 000 pardon, ici à 0,32 et 344 voilà, à 0,34. Il y a des charges indirectes qui sont plus, ça ce sont les charges directes, hein, d'accord, on ne l'a pas noté, mais on aurait pu hop, faire ça et puis marquer voilà, que ça c'était les charges directes. Voilà. Et ensuite, au niveau des charges indirectes, on va retrouver un petit peu de mise en forme pour que ça fasse soigner. Au niveau des charges indirectes, on nous dit, voilà, à chaque fois qu'on va vendre un petit pot, il y a aussi des charges indirectes. Donc, certainement aussi pour rémunérer les personnes qui lui s'occupent de la vente, pour payer le bâtiment, etc., etc. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Alors, on va reprendre notre tableau des charges indirectes ici. Au début, tac, tac, tac. Et chaque fois qu'il y a un petit pot qui est vendu, ça coûte 3 centimes. D'accord? Donc, hop, les charges indirectes, c'est au petit pot vendu. Donc ici, on en a vendu 305 000. Et ici, on en a vendu 344 000. Voilà. Reprendre. On était à 0,03 à 3 centimes. Donc voilà. Je vais pouvoir dire que pour vendre 305 000, le coût de revient par petit pot est de 35 centimes. Le coût de revient ici pour vendre 344 000 c'est 37 centimes. Voilà, donc ça, c'est le coût de revient. D'accord ?
partir de ce moment-là, on peut se dire qu'on a fait toute l'analyse. Tout est prévu, tout a été comptabilisé pour le calcul de nos petits pots. Alors, je vais juste prendre 30 secondes, il faut que je branche ma caméra, ou sinon ça risque de... On va mettre un peu de lumière ici. Voilà, c'est tout bon, ça marche. Alors, on a le coût de revient, d'accord? On sait aussi que les petits pots ont été vendus 50 centimes pour les petits pots de pommes et 55 centimes pour les pots de fraises. Alors, on va regarder la rentabilité qui est générée par chacun, d'accord, dans ce qu'on appelle un compte de résultat analytique. On va reprendre un peu celui qu'on avait déjà fait, hein, puisque... Alors, concernant le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, on sait qu'il est issu des ventes. Donc, on a vendu ici 305 000 petits pots et on les a vendus 50 centimes. Donc, ce qui va nous générer un chiffre d'affaires total de 305 000 fois 50 centimes. Donc, chiffre d'affaires total de 152 000. Le coût de revient ici, on vient de le calculer, 305 000 égal. Quel est le résultat analytique? Le résultat analytique, il est du chiffre d'affaires moins les coûts de revient. On voit qu'on a un résultat analytique de 44 000 euros. Quel est le résultat analytique maintenant concernant la partie des fraises? Donc on en a vendu 344 000, on les a vendus à 55 centimes pour un chiffre d'affaires total de 189 200. Pardon. Le coût de revient de ces petits pots de fraises, c'est 37 centimes par petit pot, soit un coût de revient de 127 000 euros pour la totalité. Je peux calculer mon résultat ici analytique, qui est de 61 000 euros. Alors, on voit qu'on gagne un peu plus du côté des fraises, d'accord? Donc ça concerne les compotes de pommes et ça, les compotes de fraises. On voit qu'on gagne un petit peu. Alors, ce qui aurait été peut-être intéressant ici, c'est de pousser l'étude jusqu'à connaître la marge. Donc, la marge, ici, enfin, la rentabilité en pourcentage par petit pot. Ici, si je remets un 305 000 par exemple, que je divise l'un par l'autre, je sais que par petit pot, je gagne 15 centimes. Ici, je sais que par petit pot, je gagne 18 centimes.
je vais pouvoir faire ça divisé par ça. Et je vais prendre un pourcentage. Ici, j'ai un taux de marge de 29%, un taux de marge unitaire. Et ici, j'ai un taux de marge de 32%. Voilà. Donc ça, comment j'ai fait? J'ai pris mes 15 centimes divisé par 50, qui me permet de calculer le taux de... Alors, c'est pas vraiment un taux de marge. Alors ici, bien sûr, je pousse un peu à l'extrême le cas. On aurait plutôt un taux de rentabilité ici. On va plutôt l'appeler d'ailleurs comme ça sera plus juste. Hop. Le taux de rentabilité. Voilà, on fait le chiffre d'affaires, on fait la rentabilité, le résultat. Résultat divisé par bénéfice, par chiffre d'affaires, pardon. Et on va obtenir ce taux-là. Voilà, il n'était pas demandé ici, hein, évidemment, mais je pousse un peu à l'extrême l'analyse. Donc on voit que bien que les deux soient rentables, les fraises sont plus rentables que les pommes. Y a-t-il des questions? Avez-vous réussi déjà? Si vous avez réussi, tant mieux. Si vous n'avez pas réussi, éventuellement, à quel endroit vous avez bloqué? Qu'est-ce qui vous a posé problème? Dites-moi. Je suis tout seul là sur le coup. Ça vous inspire rien? Tout va bien? Il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez. Moi, j'avais pas réussi, mais après l'explication, ça va mieux. Bah, merci, Magdalene, de réagir. Ok, bah écoutez, si tout va bien pour les autres, on va pouvoir attaquer le troisième exercice. Hein, d'accord? Alors peut-être que vous l'avez sous les yeux, sinon je vais le reprendre ici. Alors, je vais juste... reprendre votre question. Alors, Roxane nous dit, dans le centre d'analyse, j'avais pris pour le coût total le résultat en kilos et non en pot. Sinon, le reste, c'est bon. D'accord. Donc, je vous dis, hein, une fois qu'on travaille sur les... une fois qu'on est parti... est-ce qu'on aurait pu le travailler en kilos? C'est un peu plus chaud. Et une fois qu'on est parti sur les centres de production, on travaille en produit fini. D'accord. Alors évidemment, par contre, sur la partie coût indirect, on se réfère simplement au tableau de répartition des charges indirectes, hein, d'accord. Mais à partir du moment où on est sur les centres d'analyse de production, on va travailler uniquement avec des produits finis, avec le produit qui est donc fabriqué. Alors, reprenons un peu ensemble les données du troisième exercice. Voilà. Alors ici, on a l'entreprise AlgaCake, qui est une petite structure récemment créée, installée sur le littoral breton. Depuis 3 ans, elle propose une gamme de produits alimentaires à base d'algues. En plus des classiques algues séchées et en poudre, du sel et aux algues, blablabla, elle s'est lancée dans la production alimentaire de biscuits apéritifs.
Donc, a priori, il y a des biscuits et des terrines qui font partie de sa gamme. Alors, on va regarder ce qui est donné comme information au fur et à mesure. D'accord. Donc, première salve d'informations. On a donc ici des gâteaux apéritifs salés se déclinent pour le moment en deux variétés. Le classique, d'accord, et le second est un dérivé du premier. Du sésame est ajouté au cours de du processus. Donc on a deux gammes, le classique et le sésame. Le classique ne contenant que de l'épeautre et des algues, et le sésame, lui, contenant de l'épeautre, du sésame et de l'algue. Et on nous dit bien que pour le second, d'accord, il y a simplement du sésame en plus. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sésame dans le premier. On verra au niveau du process de fabrication, et notamment des matières premières, comment c'est organisé. Bon, ici, on a les prix de vente et le conditionnement de la boîte classique et de la variété sésame. Donc on voit que le sésame est vendu un peu plus cher que la partie classique qui est vendue à 2,95 € alors que le sésame est vendu à 3,15 €. On a le grammage, certainement qu'il y a des informations qui sont importantes ici. Déjà, on a le prix de vente. On sait que le prix de vente, ce sera important pour nous établir le chiffre d'affaires. Quelles sont les autres informations qui nous sont données? Alors, on commence à avoir un peu de process de fabrication ici. On sait que, voilà, dans l'atelier A, les ingrédients sont mélangés puis cuits. Et dans le second atelier, l'atelier B, les gâteaux sont conditionnés. Emballage en sachet individuel, puis mise en carton. Donc on voit qu'on commence à deviner un peu le process de fabrication. Alors ici, hop, quelques informations supplémentaires. Alors, l'entreprise souhaite connaître le résultat réalisé au cours du mois de mai sur chaque produit. Pour cela, vous disposez des renseignements suivants. On connaît le niveau de vente, donc on sait déjà qu'on va pouvoir établir le chiffre d'affaires. On a le nombre et le prix de vente dans une première information. Vous voyez que les informations sont un peu distillées un peu partout, et c'est ce que je vous disais depuis le début de ce type d'exercice, c'est qu'il y a beaucoup d'infos et qu'elles sont distillées, mais ce n'est pas très grave. On a les achats, conditionnement. On a la production, la main-d'œuvre directe avec une répartition proportionnelle par rapport à la production, c'est-à-dire qu'il y en a dans l'atelier A et dans l'atelier B, avec des charges sociales qui sont comprises. Et on a aussi de la consommation de matières premières. Bon, on commence à avoir pas mal d'informations qui commencent à arriver. Il va falloir évidemment prendre en compte tout ça. Enfin, dernières informations qui nous sont données. Alors, on nous dit que les consommations de carton, étiquettes, sachets ont été incorporées aux charges indirectes, car l'entreprise utilise ce produit aussi pour d'autres fabrications. On a les stocks de matières premières et de produits finis, le mélange de farine, le mélange de sésame, et a priori, on n'a rien sur les algues. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Vous voyez qu'on nous donne des informations, on a du stock, mais on n'a rien
On n'a rien au niveau des algues. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Allez, hein. Pas de stock. Bah ouais, pas de stock. Ah, parce qu'effectivement, on peut imaginer aucun stock, donc tous les achats vont être consommés. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, des algues, c'est un peu compliqué pour être conservé. D'accord. Donc, l'entreprise ne fait pas de stock et consomme directement. Voilà, un peu un travail en flux tendu. Tout ce qui est acheté est consommé. Si ça n'est pas consommé, ça sera donc jeté. Bon, on peut confirmer notre raisonnement dans le sens où on vous dit, voilà, il y a eu 800 kilos d'algues achetées, information que l'on retrouve à ce niveau-là. Et on vous dit dans les consommations, il y a eu 800 kilos d'algues de consommés. On voit ici qu'on a consommé la totalité des achats et que l'on va donc ne pas stocker d'algues. Ben voilà, il va falloir faire toute l'analyse, hein, c'est ce qu'on nous demande. D'abord remplir le tableau des charges indirectes, on connaît ce type de tableau, et ensuite analyser le coût de revient, donc avec évidemment le stock, la production et puis la vente. Et ici, ensuite, conclure sur la rentabilité des deux produits. En général, ce sera tout le temps comme ça, avec bien souvent un produit qui est beaucoup plus rentable. Et donc, la rentabilité de ce produit va se lire à travers, évidemment, tout votre process de calcul et d'analyse. Bien souvent, vous serez en face de deux produits. Alors, soit comme dans le premier exemple que l'on a vu, un produit qui sera complètement déficitaire et un produit bénéficiaire, ou bien un produit avec ou bien la comparaison de deux produits avec vraiment un décalage quant à leur rentabilité. D'accord. Et vous devez arriver bien sûr à la conclusion et bien sûr donner votre conclusion au regard des chiffres que vous aurez trouvés. Chiffres quant à la rentabilité, quant au coût de revient, quant au prix de vente. Donc vous pouvez conclure de plusieurs façons, soit en allant vers plutôt l'abandon d'une partie de la production. D'accord. Et ça, dans vos propositions, ça dépendra aussi de ce qui vous sera dit avant comme information, mais vous pouvez aussi proposer plusieurs solutions, d'accord, ou conclure avec plusieurs hypothèses. Une première hypothèse dans laquelle, évidemment, on est toujours dans le cas d'un produit, un petit peu comme on était, je vous remets à l'écran, mais voilà, sur nos poêles ici et nos wok qui avaient été produits, vous vous souvenez qu'on avait des poêles qui finalement avaient un coût de production qui était supérieur au prix de vente. Un coût de production ici, un coût de revient pardon, global de 41,22 € alors que le prix de vente était de 40 €. Et des wok avec un prix de vente à 80 € et puis un coût de revient à 56,57 €. Donc au regard de ces deux produits finis produits par l'entreprise, on voit bien qu'il y a un produit fini, ici les poêles qui sont déficitaires. Si vous deviez porter une analyse sur ça, d'abord, vous indiquez évidemment que le produit il est déficitaire, d'accord, que le prix de vente il est inférieur au coût de revient, et ensuite vous pouvez donner des solutions. Les solutions, quelles seraient-elles? Elles sont de, je dirais, trois ordres. Soit on abandonne radicalement la production des poêles, première possibilité. Est-ce que vous pourriez me donner d'autres possibilités que vous envisageriez si vous étiez face à cette situation-là? Vous achetez quelque chose qui coûte 41 € et vous entendez le vendre 40 €. Il n'y a pas un problème quelque part? Ça ne vous interpelle pas? Quant aux solutions, allez-y, je vous écoute. Alors évidemment, on est à perte, mais quelles sont les solutions maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour éviter la perte? Je vous en ai donné une, elle est un peu radicale, on abandonne. Augmenter le prix de vente. Alors quand vous dites, Yvonne, augmenter le prix, soyez précise, d'accord? Augmenter le prix de vente. C'est une possibilité. Pour que le prix soit au moins égal au coût de revient, d'accord, ou meilleure solution, il soit bien sûr supérieur. Quelle autre solution vous pouvez avoir? Vous avez la solution d'augmenter le prix de vente. Ok, match de ligne, c'est très bien, mais donc ça va vous aboutir à quoi? À avoir un prix de revient qui soit plus petit, d'accord? Donc effectivement, ça passe par une réduction des charges, qu'elles soient directes ou indirectes.
Ça passe par des achats de matières premières qui seraient envisagés auprès d'autres fournisseurs qui auraient des prix plus intéressants, des achats de matières premières un peu plus, je dirais, conséquents quant à à la quantité pour avoir des prix, encore une fois, plus intéressants. Donc voilà, plein de petites choses, une sorte de plan d'action qui va nous amener à réduire le coût de revient en passant par la réduction de la matière première, la réduction des coûts de production et la réduction des coûts de distribution. Donc, vous voyez, si vous deviez tomber à l'examen sur un tel sujet, allez-y sur les solutions parce que obligatoirement c'est ce qu'on veut vous chercher, c'est ce qu'on va chercher à vous faire dire. On va vous mettre en face d'une contradiction. Un produit rentable, un produit non rentable, ou un produit fortement rentable et un produit beaucoup moins rentable. Et on va dire, comme un peu ici avec ce qu'on a dans la production de biscuits apéro, sésame ou algues, je suis persuadé qu'on va se retrouver face à deux situations économiques différentes. D'accord ? Je suis persuadé, alors on va faire l'étude ensemble, mais qu'on va avoir un produit qui est beaucoup plus rentable que l'autre, si ce n'est un produit qui n'est pas rentable et un produit qui est rentable. Et à partir de là, comme on vous le propose ici, il va falloir conclure quant à la rentabilité. Donc on donne l'état de fait, ce produit est rentable, ce produit n'est pas rentable. Il n'est pas rentable parce que le prix de vente est inférieur au prix de revient ou le prix de revient est supérieur. On peut proposer des solutions qui vont dans le sens soit de l'abandon d'un produit ou soit de la rectification des prix de vente ou des prix de production ou des coûts de production. Et là, vous y allez en déroulant. Si on augmente le prix de vente, on peut repasser dans une phase de rentabilité ou encore autre solution, baisser le prix de revient. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Avez-vous des questions par rapport à ça? Pas de questions? C'est clair? Bon, bah, on va pouvoir attaquer la correction de celui-ci alors. D'accord. Alors on va repartir sur le modèle qu'on avait établi, puisqu'on voyait qu'on tombe à peu près toujours. La petite chose qui est ici un petit peu différente, c'est que vous voyez qu'on a 4 centres d'analyse. 5, pardon, excusez-moi. Je vais faire comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça marche, j'agrandis un peu. Alors regardons. Premier tableau ici, classique, répartition des charges indirectes. On a les montants de charges indirectes. Okay. Et on a l'unité d'œuvre, la nature de l'unité d'œuvre. Et ensuite, il va falloir bien sûr, dans les informations qu'on nous a données, aller rechercher les nombres d'unités d'œuvre, bien sûr, qui concernent le centre approvisionnement, le centre fabrication, le centre emballage, le centre distribution et le centre administration. Comme je vous le disais, on part avec 5 centres d'analyse. Donc on sait que notre process, il va nous amener sur 5 tableaux différents. Avec toujours, comme je vous l'avais indiqué, hop, je reviens sur le premier petit schéma que je vous avais fait ici. Voilà. Toujours cette phase de stockage qui se fait tout de suite après l'approvisionnement. On part dans la fabrication, donc dans la partie production. Et ensuite, on va arriver dans la partie distribution avec toujours cette phase de stockage de produits finis avant la phase de distribution. Ici, on remarque qu'il y a encore une phase après la distribution, c'est l'administration. On peut imaginer que pourquoi il y aurait... on voit ce que vont faire chaque centre d'analyse. Le centre approvisionnement va s'occuper des achats de matières premières. Le centre de fabrication et d'emballage, là, on vous explique que la fabrication, c'est la cuisson de nos différents types de biscuits. Le centre emballage, ça va être le conditionnement des biscuits. On sait que la distribution, c'est le centre qui va s'occuper de la commercialisation et donc de la vente. Et ensuite, on a un centre administration. Alors, que peut bien faire un centre administration à ce niveau-là? On peut imaginer que nos clients, les factures leur sont envoyées plus tard, d'accord, qu'il y a une partie du personnel qui va s'occuper de l'édition des bons de réception, des bons de livraison, voilà, une partie un peu plus administrative qui doit aussi impacter le prix de revient de notre production. D'accord. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur le nombre de centres d'analyse. D'accord.
seront toujours à peu près les mêmes, hein, et on imagine bien à peu près ce que tout le monde va faire. Il ne faut pas trop s'en inquiéter, en sachant qu'ici, voilà, on a proposé déjà un exercice qui est relativement conséquent, puisqu'on va devoir passer en revue chaque centre et devoir étudier chaque centre. Très honnêtement, a priori, à l'examen, on aura plutôt quelque chose qui sera basé sur 4 centres, voire 3 centres, plutôt que 5 centres, parce que c'est long, d'accord? Vous l'avez vu dans l'exercice qu'on a résolu précédemment, c'est relativement long à faire, ou on peut partir sur 5 centres, mais avec déjà les 3 premiers faits, et on vous demande de compléter les 2 derniers, par exemple. Bon, bah ici, de toute façon, on est en phase d'entraînement, donc on y va. Est-ce que vous pouvez, au regard des informations, me dire le nombre de kilos qui ont été achetés? Alors, je pense que vous avez votre TD devant vous, hein, ça sera peut-être plus facile de lire ça sur votre TD. Alors on voit ici que, tac, un petit peu plus haut peut-être, bon, si je le laisse sur le côté, on voit que les achats, voilà, les achats de marchandises, ici, on a 2000 kilos, on a 800 kilos et on a 400 kilos. D'accord? Donc tout ça, ce sont les achats. Et c'est l'unité d'offre que l'on va utiliser ici dans la partie approvisionnement. Donc on a dit qu'il y avait eu, on les ajoute tous, oui, puisque le centre approvisionnement va s'occuper des achats de toutes les matières premières. Donc on va reprendre ces achats que je vais reprendre. Donc 2000 kg plus 800 kg plus 400 kg. Donc 2000 kg. Si je ne fais pas, ça ne va pas marcher. Hop, 2000 kg plus 800 kg plus 400 kg. Je ne vous marque pas le détail, hein, je les ai marqués précédemment. Alors si vraiment vous en avez besoin, je peux toujours les noter. Bon, a priori, il n'y a pas de grande difficulté. Donc, comment va-t-on retrouver maintenant le coût d'une unité d'œuvre, en sachant qu'on a 2240 € à répartir sur toutes les unités d'œuvre et que les unités d'œuvre sont de 3200. Alors, Laura nous propose 0,7. On va vérifier ça ensemble. Bien sûr, on va diviser les coûts indirects par le nombre d'unités d'œuvre et on va retrouver effectivement 7,70 centimes. Donc à chaque fois, on se répète bien, hein, je vous le répète pour que vous compreniez bien, à chaque fois que je vais acheter 1 kg de matière, quelle que soit la matière, ça va coûter 70 centimes. Ces 70 centimes, on sait que c'est pour payer le bâtiment, l'assurance, le téléphone, le courrier, voilà, toutes les charges qu'on ne peut pas directement lier à la matière première. Dans le centre de cuisson, on va avoir un autre type d'unité d'œuvre, c'est la main-d'œuvre directe. Hein. MOD, c'est main-d'œuvre directe. Donc, il faut aller chercher la main-d'œuvre qui a été utilisée dans le centre cuisson. La main-d'œuvre dans le centre cuisson, on sait que voilà, le centre cuisson, c'est l'atelier A. On sait qu'il y a eu 1000 heures, 1000 heures de consommé. Donc, on a travaillé pour 1000 heures. Donc, hop, on va revenir là et on met nos 1000 heures. Et puis, même principe, hein, on va retrouver ici notre coût de l'unité d'œuvre. Ici, on a 300 heures. Et donc, on va retrouver encore une fois le même principe à chaque fois. 50 € pour les 300 heures. C'est bien ça, 300 heures. Ensuite, on va avoir la centaine d'euros de vente, ce qui va nous obliger ici à établir notre chiffre d'affaires. Un petit peu, c'est le même système, si vous vous souvenez, qu'on avait vu dans le premier exercice. Il va falloir établir le chiffre d'affaires. On va faire un petit tableau en dessous, hein, qui va permettre de connaître notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires, on va toujours prendre la quantité vendue fois le prix de vente unitaire et on va trouver un montant. Voilà. Ça va permettre d'établir notre chiffre d'affaires. Alors, on sait qu'on vend des biscuits, je crois qu'on les appelait les classiques. Hein. Et on va vendre les biscuits, les sésames.
Toujours en lecture. En lecture, les classiques sont vendus à 2,95 € et les sésames sont vendus à 3,15 €. 2,95 € et 3,15 €. On va regarder combien on en a vendu sur notre période. Toujours à la recherche d'informations. Voilà. On a vendu 20 000 boîtes de classiques et 22 000 boîtes de sésame. Bon, voilà, on va simplement établir notre chiffre d'affaires sans grande difficulté. 20 000 boîtes et 22 000 boîtes. Bon. On va multiplier l'un par l'autre pour trouver le montant total. Alors, je sais que j'ai vendu 59 000 €. On va mettre tout ça en décimale, ça sera plus facile. 59 000 et 69 000. Ça veut dire que j'aurai un total de CA de 128 000 €. Voilà. Alors, moi, je vais m'arrêter là. D'accord ? Je vais m'arrêter ici. Et puis, bien sûr, vous allez continuer. Je vous ai mis le pli à l'étrier, d'accord, sur cet exercice qui est très semblable au premier qu'on a fait, d'accord, où il n'y a pas de grande difficulté. C'est simplement voilà, un coup de main à prendre, une habitude à prendre, et puis des petits réflexes à prendre, et puis surtout de la lecture d'énoncés, aller chercher l'information, bien se mettre dans le coup, et puis on finira donc de corriger cet exercice lors de notre prochaine séance. Y a-t-il des questions? Aucune question? Très bien. Alors écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis on se retrouve lors de notre prochaine séance pour finir la correction de ces derniers exercices concernant les coûts complets. Allez, je vous souhaite bonne soirée à tous. Ciao.